Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, chapitre 9, seconde partie. J'ai tâté mon visage pour voir si je ne saignais pas, mais il était juste un peu boursouflé. Quelques ecchymoses, rien de plus. Pourvu que Sonia et Lisa ne me trouvent pas repoussant avec cette figure d'épouvantail. Je me suis rassuré en me disant que, peut-être, elles me trouveraient une tête de baroudeur et que cela les exciterait. Sonia, Lisa, combien d'heures me séparaient de leur petit corps frais? Combien de minutes vides? Combien de rues? Combien de nuages? Combien de mains frôlées? Combien de braguettes gonflées comme des canons bourrés jusqu'à la gueule? Combien de chemises jaune-orange tendues sur des torses d'athlètes de foire? Combien de spectacles troublants? Combien d'allées-venues? Combien de paysages? De coruscantes vallées? De métastases? D'animaux croisés? De ponts traversés? D'éléphants gentiment caressés sur le bout de la trompe? De jardins défrichés? De kiosques à musique visités pour y narguer des orchestres fantômes? Combien d'odeurs respirées? De glycines piétinées? D'océans dévorés d'un coup d'aile dans la grande lumière? Combien de portes ouvertes? D'armoires violées? De greniers dévalisés? Ces questions auxquelles j'étais absolument incapable de donner une réponse se bousculaient dans ma tête. Elles se piétinaient comme s'il y avait eu un incendie et que chacune chercha désespérément une issue de secours, et je ne pouvais malheureusement rien faire pour reprendre en main la situation. Par miracle, j'avais une certitude. J'étais sûr qu'il n'était pas encore 8h30, car la nuit serait déjà tombée. Le mois, je m'en souvenais, oui, avril. Les jours ne sont pas encore très longs en cette saison. Ce n'est pas l'enfer de juillet, sa mort d'ordonnance. Qu'il fit jour, oui, cela j'en étais à peu près sûr. Je n'avais nul besoin de poser la question de confiance à qui que ce soit, sauf peut-être pour me rassurer, mais ce que j'ignorais complètement maintenant, c'était à quel moment exact de la journée je me trouvais. Je ne me souvenais plus si M. Cloret était venu me rendre visite avant-hier, il y a 5 minutes ou il y a 10 ans. Dans quelle contrée du globe cela se déroulait-il? Après tout, peut-être que rien de tout cela n'avait eu réellement lieu. Un mauvais rêve, l'odeur des gaufrettes chaudes, un café bourré à craquer et j'ai commandé un verre d'eau minérale après avoir joué des coudes pour me frayer un passage jusqu'au comptoir. Comme depuis ma mésaventure avec la grosse dame au manteau de cuir, je n'osais plus demander l'heure, j'ai d'abord jeté des regards désespérés autour de moi pour voir s'il y avait une horloge murale. N'apercevant rien, j'ai essayé de lorgner les poignets de mes voisins. Peine perdue. Les montres dansaient devant mes yeux avec une rapidité folle. Elles esquissaient un ballet sans musique, mais visiblement, elles n'avaient pas la moindre sympathie pour moi. Il devenait même de plus en plus évident qu'elles me haïssaient, comme d'ailleurs à peu près tous les gens de ce café. L'idée que, peut-être, j'allais manquer mon rendez-vous avec Sonia et Lisa me rendait malade. Leur ventre tiède, ils s'éloignaient lentement, d'autres y posaient leurs lèvres, et moi, je n'arrivais pas à faire le moindre geste. Ils s'éloignaient, je restais seul, la mort s'installait tranquillement, elle prenait ses aises. « Faites comme chez vous », lui ai-je dit. Mon angoisse est devenue telle que, après avoir vidé mon verre d'eau minérale, je n'ai pu m'empêcher de demander à mon voisin de comptoir s'il faisait encore jour. Ma question a eu l'air de lui paraître si saugrenue qu'il a saisi son verre d'un geste rageur et s'est réfugié à l'autre bout du comptoir. Décidément, on me considérait comme un pestiféré, même ici. Le piège se refermait. Si je n'arrivais pas, ce soir, à serrer contre moi Sonia et Lisa, je sombrerais définitivement. Elles seules parviendraient à me faire oublier un instant le meurtre de M. Cloret, la mort de ma mame, le double jeu de Doucendre, l'atroce absence de Polly. Même Solange, en ce moment, ne parviendrait pas à me rassurer. Ce qu'il me fallait, c'était la chair fraîche de ces deux gamines. Cher monsieur, puisque je vois que vous appréciez beaucoup Chaval, ce dont je vous félicite, permettez-moi donc de terminer ma lecture à voix haute, spécialement pour vous. L'homme qui venait de me tirer de mes méditations moroses me considérait avec bienveillance, en tripotant sa petite moustache blanche de la main gauche. « Permettez, permettez !» Il s'est mis à sautiller nerveusement,
tout en répétant « Permettez, permettez. Un autre blanc sec, s'il vous plaît. Permettez. Je vais vous dire. Tous les noms sont inscrits sur le registre noir du patron, là-bas, à l'autre bout de la salle. Vous voyez? Là-bas, dans la fumée. Je m'appelle Sobakevitch, monsieur. Je crois que nous nous connaissons déjà. Enfin, il me semble. Nous nous sommes rencontrés quelque part. Je vais vous dire. Sans doute un retraité qui passe son temps au café, ce Sobakevitch, ai-je pensé en dévisageant mon interlocuteur d'un air irrité. De temps en temps, pour se donner l'impression d'exister, il doit essayer d'engager la conversation avec le premier venu. « Oui, monsieur, parfaitement. Vous pouvez vérifier. Tous. Ils sont tous sur le... Enfin, je veux dire, ne vous vexez pas. Vous aussi. Allez voir. » Je me demandais vraiment de quoi il pouvait bien parler. Non, ne vous fâchez pas, jeune homme. Je n'ai pas envie de perdre l'un de mes derniers amis. Je vais vous dire. Sur ce registre. Oui, oui. Allez-y. Jetez un coup d'œil. Il y a votre nom aussi. Pas un seul, vous m'entendez? Pas un seul n'est en vie. Rien que des morts sur ce registre. Des âmes inexistantes. Regardez autour de vous. Fantasmagorie, mon cher. Consultez, consultez. Vous verrez bien que je ne raconte pas d'histoire. D'ailleurs, vous avez pu le constater par vous-même. Des vivants, j'en suis sûr, vous n'en avez pas beaucoup rencontré. Vous en rencontrerez de moins en moins. Vous finirez bien par vous faire une raison. Allez, comme moi. Vous n'aurez même plus envie de pleurer. Vous voyez, Sobakevitch a bien fait de vous adresser la parole. Votre visage s'éclaire déjà. Oh, peut-être qu'au début, il vous a paru bizarre, avec sa moustache blanche, son complet gris croisé défraîchi, son béret bleu incliné sur l'oreille, sa main qui tremblote en essayant d'attraper le verre de vin blanc que le garçon vient de servir. Vous vous êtes dit, encore un vieux fou, un pilier de bistrot, un philosophe de comptoir. Eh bien non, monsieur, ce serait trop simple. Sobakevitch a vu, vous m'entendez, vu le registre noir. Il l'a consulté en long et en large. Il l'a tourné dans tous les sens, en espérant qu'une autre vérité allait apparaître. Peine perdue. Il a bien fallu se rendre à l'évidence. Pas un vivant, pas une goutte de sang, pas un gramme de chair, rien, personne, voilà. Il fallait bien vous mettre au courant, et puisque vous êtes venu vers moi, je n'ai pas eu le courage de vous cacher la vérité. Et maintenant, trinquons. Qu'est-ce que vous prenez? Un petit blanc? Un rosé? J'ai remercié Sobakevitch, et je lui ai dit d'une voix hésitante que je me contenterais de savoir l'heure exacte. Il a éclaté de rire en me montrant son poignet. Vous voyez, je ne porte pas de montre. Pourquoi faire d'ailleurs? S'il y avait de la vie, cela me serait peut-être utile. Mais comme il n'y a rien, vraiment, je n'en vois pas la nécessité. Appelez-moi Soba, comme tout le monde. Permettez, permettez, je reprends un autre blanc sec. Je ne vous en veux pas, mais enfin, vous devriez tout de même savoir que je ne porte jamais de bracelet-montre. Vous auriez dû, ce n'est pas très sérieux. Moi, je fais mon boulot correctement, alors j'ai le droit d'être exigeant. Soba ne demande qu'un peu de respect. Oublions. Écoutez plutôt ça, et ne me demandez plus l'heure, s'il vous plaît. Molière est né le 8 janvier 1615 à Saint-Malo. Il étudia le français et le latin avec l'abbé Denier de Royat, qui devait mourir plus tard. Son père, marchand drapier à Elbeuf, aurait voulu que Molière lui succédât à la tête de la maison. Mais le jeune Molière n'avait que peu de goût pour les tissus paternels. Appelez-moi Soba. Pourquoi donc ces réticences, jeune homme? Même si ma lucidité vous blesse, car enfin, même si nous ne sommes pas vivants, nous avons au moins un point commun, notre solitude. Dites mon nom, dites Soba. Cela me réchauffera le cœur. Soba. Je m'appelle Soba. Je me suis éloigné discrètement de ce raseur, qui ne m'était plus d'aucune utilité puisqu'il n'avait pas de montre, et je suis allé à la caisse demander un jeton de téléphone. L'idée m'était venue en effet d'appeler l'horloge parlante. Là, au moins, on ne me rabrouerait pas, et l'heure que l'on me donnerait serait exacte au dixième de seconde près. Malheureusement, Sobakevitch m'avait suivi, son livre d'une main, son verre de vin blanc de l'autre. Écoutez la suite, je n'ai pas fini. Votre conduite est incorrecte. Sobakevitch vous le dit. N'ayez pas peur de moi, je ne suis pas le seul à avoir consulté le registre noir. Mais voilà, moi, monsieur, j'en ai tiré les conclusions qui s'imposaient. Alors, aussi, l'on me fuit, car je dis fantasmagorie, inexistence. Personne ne m'écoute, mais je continue. On ne me fera pas taire si facilement. Je gêne, vous comprenez? Alors on préfère l'oublier, Sobakevitch. Vin blanc, vin rouge. D'un jour, l'autre.
Je salue toutes ces âmes mortes et je leur dis « Je n'en veux pas de votre amitié, car elle est froide, larvaire, rampante. » Et Soba s'éloigne, oui. On parlera de lui longtemps après sa mort et beaucoup regretteront de l'avoir mis en quarantaine. Quant à vous, monsieur, qui me paraissiez si bien élevé, si délicat, je n'ai pas peur de vous le dire, malgré toute l'amitié que je vous porte. Vous m'avez déçu. J'aurais mieux fait de ne jamais quitter ma Russie natale. Sur la terre, à nouveau, s'assemblent les nuées. Leur tourbillon me ramène vers Saint-Pétersbourg. Voilà que je pleure à présent. Merde. La caissière tardait à me rendre la monnaie de mon billet de 10 000, et mon nouvel ami en profitait pour poser sa tête sur mon épaule et sangloter de plus belle. Russie, oh ma Russie, toutes ces cloches, tous ces chevaux, et maintenant rien que des morts. Car enfin, monsieur, vous n'aviez pas besoin de me dire tout à l'heure que vous adoriez Chaval. Je ne vous demandais rien, vous êtes venu me chercher, et maintenant que je commence à m'attacher à vous, voilà que vous me fuyez. C'est un peu trop facile. Vous ne connaissez pas Sobakevitch. Appelez-moi donc Soba, comme tout le monde. Des amis comme nous ne doivent pas avoir de secret l'un pour l'autre. C'est comment votre prénom déjà? Gérard? Eh bien Gérard, soyons copains comme avant. Oublions notre brouille passagère. Je suis très soupe au lait, vous savez, comme tous les Russes, mais fidèle en amitié, à la vie, à la mort. Donc je passe l'éponge et je continue ma lecture. Après 8 années passées derrière le comptoir familial, un beau matin il s'échappa, muni d'une bourse bien plate, le pauvret, ayant fait la connaissance de plusieurs jeunes de son âge. J'ai ramassé en hâte mon jeton et ma monnaie, et je me suis engouffré dans l'escalier étroit et raide qui menait au téléphone. Heureusement, j'avais filé si vite que l'homme au béret m'avait perdu de vue dans la foule. Je me suis enfermé à double tour dans la cabine téléphonique et j'ai formé fébrilement le numéro de l'horloge parlante. Occupé, évidemment. Rien de plus irritant que ce sifflement absurde qui a l'air de vous rejeter pour toujours dans les ténèbres. À chaque fois que je formais en vain mon numéro, je voyais Sonia et Lisa s'éloigner un peu plus de moi en se retournant de temps en temps pour me faire des grimaces. Je me suis mis à trembler de rage. Pour essayer de fixer mon attention et retrouver ainsi un peu de calme, je me suis mis à déchiffrer les graffitis sur les murs de la cabine. Rien de bien passionnant. Ce genre de littérature ménage rarement des surprises. Propos obscènes, insultes politiques ou raciales, descriptions de partous imaginaires, toute la misère, toute la bêtise du monde se sont donné rendez-vous sur ces murs sales. Il y a même la rubrique des petites annonces, la plus drôle en général, encore que les écrivains de WC soient nettement plus audacieux que ceux des cabines téléphoniques. Mais cette fois, je n'avais vraiment aucune envie de rire. Non seulement je ne parvenais pas à savoir si j'avais passé l'heure de mon rendez-vous, mais encore, et c'était bien plus atroce, je venais de découvrir, écrite au stylo à billes, d'une petite écriture ronde, légèrement enfantine, une annonce ainsi rédigée. « Si vous vous ennuyez, si vous avez le cafard, téléphonez à Paulina, 824 15 14. Vous oublierez vos idées noires. Âge et sexe indifférents. » Les lettres se sont mises à danser devant mes yeux et je n'ai même pas essayé de reformer le numéro de l'horloge parlante. Je me moquais bien de Sonia et de Lisa maintenant, et de l'heure qu'ils pouvaient être, car la honte renaissait en moi, et l'horreur. Ainsi, non seulement mes soupçons n'étaient pas sans fondement, mais la réalité était encore bien pire que ce que j'imaginais. Il fallait vraiment que Polly eût le diable au corps pour se laisser aller à racoler des clients jusque dans les cabines publiques. Même dans mes pires moments de désespoir, je n'aurais pu imaginer cela. Se faisait-elle payer? Certainement, mais il n'était pas impossible non plus qu'elle ne demandât rien. Le plaisir était peut-être son seul salaire. La volupté de s'humilier, de m'humilier. Il fallait absolument que je téléphone tout de suite à ce numéro pour m'assurer qu'il s'agissait bien de Paulina Semilionova. Car après tout, c'était peut-être une autre Paulina, encore qu'il me parut bien improbable qu'une autre fille, à Paris, portât ce prénom si rare. Évidemment, le numéro n'était pas libre, évidemment. Le monde entier conspirait contre moi. Il n'y avait pas moyen de parler à qui que ce soit dans cette maudite ville. J'ai entendu frapper à la porte de la cabine alors que je faisais mon numéro pour la 10e fois. J'ai ouvert brusquement la porte et j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. La paix, vous comprenez? Je veux la paix, foutez le camp. Je hurlais de plus en plus fort.
J'ai un coup de fil urgent à donner, suppliait l'homme en triturant nerveusement un papier dans sa main droite. J'en ai juste pour quelques secondes. C'était un arabe pauvrement vêtu, au regard de chien battu. J'ai claqué la porte et j'ai refait mon numéro, encore une fois. Toujours ce type odieux qui devenait maintenant pour moi le symbole de la profonde indifférence de Paulina Semilionova à l'égard de Jérôme Bosch. Et pourtant, il fallait absolument que je sache, et vite. Sinon, je ne pourrais plus continuer à vivre. Il y avait bien un autre moyen d'être renseigné, l'annuaire téléphonique. J'ai feuilleté fébrilement le volume qui se trouvait sous l'appareil, mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était un annuaire par profession et non par ordre alphabétique. C'était le seul qu'il y avait, évidemment. L'arabe continuait à frapper timidement à la porte. Cette fois, c'en était trop. Il fallait que quelqu'un payât pour mes malheurs. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé l'homme droit dans les yeux. « Tu veux quoi ?» Il a baissé la tête honteusement et a expliqué à la pointe de ses chaussures que j'étais dans la cabine depuis plus d'une demi-heure. « Ta gueule, crouillat de merde !» lui ai-je jeté à la figure en lui appliquant une gifle retentissante. « Va voir dans ton pays si c'est mieux. Allez, oust, dégage !» J'ai refermé aussitôt la porte pour continuer mes recherches, mais le cœur n'y était plus. Moi qui avais toujours eu une horreur viscérale de toute forme de racisme, je ne comprenais vraiment pas pourquoi je venais d'agir ainsi. Bientôt, peut-être, comme ma mame, je me mettrais à vomir des torrents de bile sur les Juifs. J'ai éprouvé une nouvelle fois la sensation glaçante d'être manipulé. La bêtise, la mesquinerie, la haine m'envahissaient de plus en plus. Je n'aurais jamais soupçonné en moi la présence de tels abîmes de médiocrité. Cela me donnait la nausée. Polly devait être en train de faire l'amour. Elle avait sans doute décroché son téléphone. Ce n'était plus la peine d'insister. Le plus raisonnable était d'aller dans un bureau de poste et de consulter un annuaire des abonnés de Paris. Après, si le numéro était bien celui de Polly, et si j'en avais le courage, je l'appellerais pour lui dire ce que je pensais de sa conduite. Je ne mâcherais pas mes mots. Mon sermon serait impitoyable. Les larmes de repentir ne changeraient rien. On ne m'attendrissait pas si facilement. J'ai noté les 7 chiffres sur un bout de papier et je suis sorti de la cabine. Oui, je serais dur, très dur. Cela me brisait le cœur, mais il le fallait. Tapi dans un coin, près des urinoirs, l'arabe se frottait la joue en pleurnichant. Il m'a regardé avec un mélange de crainte et de dégoût. Avant de s'enfermer dans la cabine, il a balbutié honteusement qu'il devait appeler l'hôpital pour avoir des nouvelles de sa fille, Malika, 8 ans, qui venait d'être opérée d'une tumeur au cerveau. Je me suis entendu lui répondre que je m'en foutais complètement et je suis parti en courant, en grimpant 4 à 4 les escaliers. L'arabe ne risquait pas d'aller se plaindre au bar, personne n'aurait pris sa défense, bien au contraire. Comme un ciel sale vire brusquement au noir, un immense dégoût de moi-même m'envahissait, comme ce matin, après avoir quitté Bérénice, et au fond de ce dégoût, il y avait une atroce volupté qui avait la saveur même de la mort. J'ai bousculé les consommateurs pour atteindre la sortie, mais l'homme au béret m'a reconnu tout de suite. Son pauvre visage est devenu radieux, comme si j'avais été un ami très cher, retrouvé enfin après bien des années. « Voyons, enfin, où étiez-vous passé ? Sobakievitch vous a cherché partout. Ce n'est pas bien ça, Gérard. Vous êtes donc si timide ? Mais bon sang, je ne suis tout de même pas si impressionnant. Appelez-moi donc Soba, comme les autres, et n'en parlons plus. » Il sautillait autour de moi avec une vivacité tout à fait étonnante pour son âge. « Vous en arrivez à me faire regretter de vous avoir fait confiance. Un autre petit blanc-sec, s'il vous plaît, garçon. Et vous, toujours rien ? Décidément. Je m'appelle Soba. Dites mon nom, dites, rien qu'une fois. Cela doit être tellement agréable d'être appelé par son nom. Parlez-moi, parlez-moi. Bien, tant pis. Je ne vous en veux pas, remarquez. Sobakievitch en a tellement vu au cours de sa chienne d'existence qu'il est incapable d'en vouloir à quiconque. On peut s'en prendre aux vivants, mais les morts ne méritent que l'indifférence, vous ne croyez pas ? Aussi, je ne me mets pas en colère, vous vous en rendez compte. Ce n'est pas cela qui effacera un seul nom sur le grand registre noir. Remarquez, je suis encore capable de sanglots, Gérard. C'est une preuve, ça, c'est une preuve. Ce sont de vraies larmes, vous pouvez vérifier. Sobakievitch pleure, oui. Il a des témoins. Il pleure. Il lève son verre en l'honneur de ceux qui sont sous terre, là-bas, en Russie, près de Saint-Pétersbourg. Il entend sa mère qui l'appelle, de très loin. Elle chante entre les tombes. Gros Nigo, grand bêta, danse petit Nicolas. Il a mis son bonnet et hop sur le poney.
Danse avec moi, Gérard. Allez, on se connaît suffisamment maintenant. Danse, grand bêta. Danse avec Nicolas. Nicolas Sobakevitch peut encore remuer. Il a un ami. Il revit. Je ne voulais pas brutaliser l'homme au béret. Pourtant, comme je me rendais compte qu'il ne voulait pas me lâcher, je l'ai repoussé vers la salle et je me suis enfui. Il a réussi à me rattraper dans la rue. Mais où puisait-il donc cette vigueur? Il m'a saisi le bras et m'a forcé à revenir vers le café. Étais-je donc devenu si faible? Peut-être que Polly, après tout, m'avait vidé de mes dernières forces. J'étais à la merci du premier venu, comme ces grands malades, jadis si vigoureux, qu'une opération terrible a rendu aussi doux que des agneaux. Car enfin, Gérard, je n'avais pas fini ma lecture. Écoute-moi jusqu'au bout au moins, si tu refuses de danser avec ton vieux copain. Ayant fait la connaissance de plusieurs jeunes de son âge, il se lia d'amitié avec l'un d'eux, Pierre Simon, puis, en 1626, épousa une veuve, Madame Lucie de Lettres. Je me permets de te rappeler, Gérard, qu'il s'agit de Molière. J'ai essayé de me dégager, en vain. Mais où veux-tu donc aller? Tu as donc une fiancée quelque part? Ne perds pas ton temps. Écoute plutôt. Ma mère chante. La nuit est calme dans les cimetières. Sa voix est pure. Hop, sur le poney. Prête l'oreille. Hop, hop. Mais tu as la bougeotte. On ne brise pas aussi facilement une amitié de plusieurs années, Gérard. Visiblement, dans son délire, il me prenait pour un autre, un de ses amis morts depuis longtemps déjà, peut-être. Russie, ma Russie. Écoute. Hop. Il a mis son bonnet. Hop. L'horreur de cette vie, de notre saison ici-bas, c'est que nous ne cessons jamais de poursuivre des reflets, des ombres portées, des fantômes que nous nourrissons de nos pauvres rêves et qui s'échappent entre deux courants d'air, nous laissant les mains vides, désabusés, comme des enfants vieillis dans une école maternelle abandonnée. Hop, dansons. Un peu plus de joie. Vous m'entendez, Jérôme? Je n'entendais que lui, hélas, et j'avais un mal fou à lui faire lâcher prise. Écoutez au moins la fin, il faut bien conclure. Il mourut à Limoges en 1652. Son jeune frère, Jean-Baptiste Poquelin, se fit remarquer par des pièces de théâtre amusantes et bien construites. L'homme au béret a éclaté de rire et j'en ai profité pour lui échapper. Au bout d'un moment, je me suis retourné pour voir s'il me suivait toujours. Heureusement, son corps était agité de tels soubresauts qu'il avait dû se laisser tomber sur un banc. Il faisait de grands gestes dans ma direction. « Gérard, reviens! J'ai encore quelques bonnes histoires à te lire. Tu connais le conte médiocre ?» Je me suis mis à courir. Cette fois, il n'avait plus la force de me poursuivre. Je l'entendais encore faiblement. « Gérard, pourquoi cette méfiance tout à coup? Mon vieil ami, monsieur, revenez, hop, hop, sur le poney. » Lorsque j'ai estimé que j'étais définitivement hors d'atteinte, je me suis retourné une dernière fois. L'homme au béret avait remis son livre dans sa poche et revenait à pas menus, le dos voûté, vers le bistrot. Il allait sans doute boire du vin blanc jusqu'au soir, en continuant vainement à essayer d'établir un contact avec ses voisins de comptoir, et puis, à la nuit, il irait s'allonger dans ses draps glacés, en priant le ciel de lui donner un peu de courage pour quelques jours encore.